La première scène de la série montre un groupe de voleurs s'introduisant dans le musée de la Cité du Vatican, dans le cadre d'un contrat pour voler quelque chose de précieux. Ce musée, curieusement, est gardé par des agents de sécurité vêtus d'une armure ressemblant à celle de clowns, et ils donnent l'impression d'être des amateurs. Alors que les voleurs s'approchent de la partie la plus intérieure et la plus précieuse du musée où leur cible est gardée, ils s'arrêtent à mi-chemin pour pirater les caméras et les lumières afin de les désactiver. Une fois cela fait, ils font exploser un trou dans le mur, alertant les gardes au passage, et ouvrent le feu sur eux comme s'ils étaient des canards assis. En un rien de temps, les 4 braqueurs armés neutralisent les gardes de service cette nuit-là et finissent par pénétrer dans la chambre intérieure pour récupérer leur butin. Malheureusement pour eux, juste au moment où ils s'apprêtent à sécuriser leur prix, une personne non identifiée apparaît et interrompt leur cambriolage en faisant d'abord des commentaires sarcastiques sur leur tenue et sur toute la mission. Alors que la silhouette s'avance, les voleurs distinguent la figure d'un énorme lapin blanc parlant. Clairement stupéfaits, ils s'arrêtent pour faire des commentaires désinvoltes sur cette vue bizarre avant de décharger une horde de balles sur lui. Mais avant qu'il n'ouvre le feu, le lapin les exhorte à se calmer et commence à râler sur l'obsession du pays pour les armes et la violence. Pendant qu'il parle, le lapin s'approche d'une vitrine contenant une épée violette lumineuse, réprimandant les voleurs pour avoir risqué des pierres d'acier d'une valeur de seulement 2,5 millions de dollars. Il place sa main sur le verre. Surpris par son commentaire, les voleurs demandent comment ils connaissaient le montant exact qui leur avait été proposé. Avec un sourire en coin, le lapin brise le verre avec sa paume et révèle qu'il est celui qui leur a proposé le travail en premier lieu. Avec le verre maintenant brisé, le lapin soulève l'épée appelée Force Edge, l'arme légendaire du chevalier démon Sparda, censée être l'épée la plus puissante tant sur Terre qu'en enfer. Après cette révélation dramatique, le lapin continue à parler pendant quelques minutes de son monde, alias l'enfer, et de sa connexion avec la religion terrestre. Énervé par le lapin, l'un des voleurs s'avance et propose de laisser le lapin prendre ce qu'il veut et de partir, tant qu'il promet de payer ce qu'ils doivent. Le lapin accepte de payer ce qu'ils lui doivent, puis, sans avertir, tranche la tête de l'homme avec l'épée. Les autres voleurs réagissent immédiatement et ouvrent le feu, mais le lapin est bien plus rapide que leurs balles. Après avoir esquivé et dévié chaque tir, le lapin tue tous les voleurs sur place et se tient silencieusement en attendant l'arrivée des renforts des chevaliers clowns pour témoigner de son chef-d'œuvre. Lorsque les chevaliers clowns finissent par arriver, ils trouvent le lapin continuant son discours sur la terraformation de la Terre en un nouvel enfer. Après avoir terminé, il fait exploser une bombe qui fait sauter tout le musée, forçant les chevaliers clowns à fuir pour sauver leur vie. Beaucoup meurent dans l'explosion, tandis que le lapin reste debout, fixant le vide alors que la scène s'estompe au noir. À quelques jours de la grande invasion démoniaque, la vie à New York reste animée, avec des piétons poursuivant leur routine nocturne comme s'il faisait jour. Une nuit, une femme marche dans une rue animée de New York avec son bébé dans une poussette. Soudain, elle heurte un passant impoli et fait tomber son sac. Après l'avoir maudite, elle se penche pour ramasser ses affaires sans se rendre compte que quelqu'un ou quelque chose a échangé son vrai bébé avec un parfait réplique. Lorsqu'elle se redresse enfin, elle voit le jouet de son bébé rouler dans une ruelle sombre et le suit nonchalamment, inconsciente du danger. Alors qu'elle se penche pour récupérer le jouet, elle est enveloppée par une aura étrange et surnaturelle. Avant qu'elle ne puisse réagir, plusieurs démons émergent de l'obscurité et l'étranglent avec aisance. Heureusement, juste au moment où elle s'apprête à perdre connaissance, un héros à cheveux blancs avec des pistolets en akimbo surgit et pulvérise les démons, lui sauvant la vie. Après le sauvetage dramatique, il se présente et cherche une bonne réplique pour avoir l'air cool. Après plusieurs tentatives infructueuses, il abandonne et écoute la femme le remercier de l'avoir sauvé, elle et son bébé. Il se présente comme Dante, un chasseur de démons engagé par un client anonyme pour nettoyer cette zone. La femme perplexe demande si ces créatures étaient vraiment des démons. Juste au moment où Dante s'apprête à répondre, il sent quelque chose derrière lui. Il se retourne et voit le bébé dans la poussette agir de manière mignonne, jusqu'à ce qu'il se révèle être un démon changeur de forme. Atteignant le collier de Dante, Dante le retient et pointe ses pistolets sur lui, mais la femme panique, lui donne un coup de sac sur la tête et s'enfuit avec le faux bébé. Au moment où Dante atteint la rue, elle est déjà partie. La scène suivante montre les nouvelles nationales rapportant l'explosion du musée du Vatican. Les images de surveillance montrent une silhouette ailée et les spéculations inondent les ondes. Un talk-show américain prétend que la gauche radicale utilise l'incident pour pousser l'Amérique à renoncer à son rôle de police mondiale. Pendant ce temps, les théoriciens du complot soutiennent que les attaques ont été menées par des démons sophistiqués de l'enfer et non par des Russes. Leurs théories sont accueillies par des moqueries et des rires. Par ailleurs, lors d'une réunion secrète de hauts responsables américains, le Dr Fisher, un physicien théorique de premier plan, fait écho à ce que les théoriciens du complot ont dit plus tôt. Un général tente de le discréditer, mais le vice-président rappelle à tous la crédibilité de Fisher. Fisher présente des échantillons de preuves provenant de la scène de l'attentat qui correspondent à des marqueurs démoniaques connus. Il explique que l'ADN démoniaque présente d'étranges similitudes avec l'ADN humain et révèle l'existence d'un monde parallèle. En enfer depuis des millénaires, la déchirure entre les deux dimensions était scellée par une énergie quantique naturelle. Mais récemment, des perturbations ont ouvert de petits portails permettant à des démons mineurs de traverser, bien que les plus grands soient toujours bloqués. Impressionné, le président demande pour qui travaille Fisher. Fisher répond fièrement qu'il travaille pour Darkom, une entreprise de sécurité dimensionnelle financée par des fonds privés qui enquêtent sur des phénomènes étranges. Avant que la discussion ne se poursuive, un subordonné entre en trombe avec un CD contenant des images récupérées des caméras corporelles des voleurs.
La pièce regarde avec horreur, alors que les images révèlent le lapin massacrant les voleurs et invitent d'autres à trouver un certain chasseur pour une célébration infernale spéciale. Une fois les images terminées, le vice-président déclare que l'existence de l'enfer a été confirmée et qu'une guerre sainte est à venir. Fisher interprète le message cryptique du lapin comme une référence à un chasseur de démons. Le vice-président ordonne alors que tous les chasseurs de démons soient localisés et amenés. Dans les scènes suivantes, des soldats commencent à capturer tous les chasseurs de démons connus, sauf Dante, et les amènent à l'installation. Pendant ce temps, Dante visite son café préféré pour un parfait. Après avoir flatté poliment la serveuse, il s'assoit pour déguster son dessert. Soudain, il sent le danger et voit un camion foncer vers le café. Il y réagit juste à temps, sauvant tout le monde des flammes. Une voix familière l'appelle, c'est son frère. Mais Dante sait que son frère est mort. La silhouette se révèle rapidement être le démon changeant de forme d'avant et attaque. Dante riposte avec ses pistolets et le démon se transforme en sa véritable forme monstrueuse. Il s'échappe dans le sous-sol par une ventilation. Dante le suit et est attaqué par derrière. De retour à l'installation, les responsables interrogent les chasseurs capturés. Ils apprennent finalement l'existence d'Enzo, un courtier de chasseurs de démons plus scrupuleux. Après l'avoir suivi jusqu'à une boîte de nuit, ils l'assomment et l'emmènent. Lorsqu'il se réveille, enchaîné, Enzo panique sous la pression. Il révèle que le lapin blanc l'a engagé pour un travail de chasse aux démons. Il n'a pas posé de questions parce que le lapin payait bien. Enzo admet que le lapin a spécifiquement demandé Dante. Troublé, mais habile chasseur, Fisher consulte le dossier de Dante et le reconnaît comme celui que le lapin voulait retrouver. La scène revient à Dante, toujours en train de combattre le monstre prétendant être son frère. Après un échange brutal, Dante est coincé contre un mur et le monstre lui vole son collier. Ce moment donne à Dante l'ouverture dont il a besoin pour tirer le démon vers l'enfer. Lorsqu'on lui demande pourquoi il voulait le collier, le démon parle en charabia, puis feint une explosion, forçant Dante à se mettre à couvert. Il se transforme en oiseau et s'échappe. Pendant ce temps, Enzo informe les responsables sur le véritable objectif du lapin qui est de ramener des monstres plus petits sur Terre. Il raconte également la légende de l'épée de Sparte et de l'amulette magique que le VP exige. Il va droit au but et Enzo explique que Sparte a scellé la déchirure entre les mondes en utilisant l'épée et l'amulette qu'il a divisée en deux pour les protéger. Fisher confirme la véracité de la légende, ajoutant que si l'épée se réunit avec l'amulette complète, cela pourrait déclencher un Armageddon, libérant des démons plus grands sur Terre. Ils doivent l'arrêter à tout prix. Juste à ce moment-là, le seul survivant du massacre des lapins arrive et partage son histoire. Il avertit que le lapin viendra à nouveau pour l'amulette et cette fois, il croit que Dante est là. Réalisant l'urgence, le VP et Fisher se tournent vers Enzo, comprenant qu'ils doivent trouver Dante avant que le lapin ne le fasse. Pendant qu'ils s'y mettent, le duo a le corps officiel des chasseurs de démons pour les États-Unis qui gardent les mercenaires qu'ils ont capturés plus tôt, travaillant pour l'Underworld au siège de Darkholm. Après avoir attendu quelques heures, les mercenaires commencent à se plaindre d'être tenus en attente alors qu'ils sont censés être là-bas à essayer de gagner de l'argent. Pour les calmer, un chasseur de démons officiel leur assure que leurs employeurs seront bientôt avec eux pour les briefer sur la cible. Réalisant qu'ils sont appelés pour un seul gars, les mercenaires parlent de la façon dont cette cible doit être inhabituelle et finissent par se battre pour garder leur adrénaline en éveil. Pendant ce temps, les chasseurs de démons font quelques commentaires désinvoltes sur les brutes qui se battent pour être les plus durs de la pièce. Mais les choses s'arrêtent brusquement lorsque le VP entre dans la pièce. N'ayant pas de temps à perdre, le VP prend le podium et présente les mercenaires à Dante, dans son amulette, qu'il a attaché à un collier en précisant à quel point la mission est non officielle et à quel point Dante est considéré comme une menace de haut niveau. Juste après avoir entendu et vu la photo de la soi-disant menace de haut niveau, les mercenaires éclatent de rire en trouvant ridicule qu'un gars aussi mignon puisse représenter une menace. Au milieu de leur rire, l'un des mercenaires arrête les autres et leur parle de l'expérience qu'il a eue en travaillant avec Dante il y a quelque temps. Selon lui, Dante est un dur à cuire avec qui il ne faut pas plaisanter, et il sait pertinemment qu'il serait mort si Dante ne lui avait pas sauvé la mise à l'époque. Alors qu'il rit et se lamente, le gars dit au VP qu'aucune somme d'argent ne peut le pousser à aller après Dante comme ça. Cependant, avant de quitter la pièce, le VP augmente la prime sur l'amulette de Dante à 500 000 $ avec un gros bonus s'il est amené vivant pour interrogatoire. En entendant cette somme d'argent folle, l'homme retrace ses pas et se rassoit pour continuer la réunion. Le VP leur dit qu'ils vont déployer des civils pour distraire Dante pendant que les mercenaires font le travail difficile. À ce stade, un autre mercenaire demande pourquoi il amène les patrouilles des scouts, c'est-à-dire les chasseurs de démons officiels, alors que les mercenaires font tout le travail. Le VP leur dit que ces gars-là sont là pour s'assurer qu'ils livrent Dante d'ici la fin de la journée. Cela dit, il ouvre le contrat et termine la réunion. Alors que les mercenaires quittent la pièce, le lieutenant Arkham Mary, l'une des meilleures chasseuses de démons et chef du corps des chasseurs de démons, rappelle un mercenaire avec un chapeau qui s'était moqué d'eux plus tôt et lui annonce la mauvaise nouvelle. Ce sont des chasseurs de démons. Pendant un moment, le gars au chapeau essaie de la défier, mais malheureusement pour lui, Mary est sérieuse. Elle explique les méthodes qu'ils ont mises en point pour tuer ces Nimrods difficiles à tuer, dont l'une inclut une balle anti-démon qui explose au contact d'ADN démoniaque. En entendant cela, le gars au chapeau devient nerveux et essaie de rester calme. Malheureusement, il est déjà trop tard, car Mary s'approche et explique chaque détail qui fait de lui un démon. Exposé, le démon revient à sa véritable forme et se jette sur le VP pour le tuer. Heureusement, avant qu'il n'y parvienne, Mary l'attrape en plein vol et le projette loin du VP.
Elle enfonce ensuite une de ses balles anti-démon dans la tête du démon et regarde celui-ci exploser comme du ketchup. Dans l'après-coup, le VP loue le lieutenant Mary pour être la praille de l'armée, mais il est interrompu par le seul survivant de l'attaque de lapin qui apparemment a quelque chose à signaler. Après l'avoir laissé entrer, le blond à l'air froissé fixe la scène gore et balbutie avant de parler. Pour se lancer, le VP présente le gars comme Anders, le seul survivant de l'embuscade des lapins et leur nouveau recrue. Voyant à quel point il est maladroit et fou, Mary demande au VP s'ils sont sûrs qu'Anders est vraiment qualifié pour travailler avec eux. Le VP assure qu'Anders a été testé et approuvé pour travailler avec eux. Avec cela, il demande à Anders où se trouve l'actif. Et bientôt Enzo est introduit, se plaignant comme un idiot. Finalement, lorsqu'il trouve le corps du démon, il le zippe et coopère avec les autorités. Peu après, l'Enzo bavard est envoyé au repère de Dante avec une mallette pour le retarder pendant que les chasseurs de démons s'y rendent. À son arrivée, il appelle le nom de Dante à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il soit sur le point de partir. Juste à ce moment-là, Dante apparaît derrière lui et, en pointant une arme sur sa tête, demande pourquoi il l'a piégé avec un démon changeant de forme, essayant de voler son collier lors de leur dernier job, suppliant pour sa vie, tout en laissant le balise GPS alerter les troupes approchantes. Sur leur communication, les mercenaires entendent Enzo blâmer le lapin blanc pour le piège. Bientôt, ils atteignent le repère et installent des cordes pour descendre en rappel au sol de Dante. Pendant ce temps, Dante fait semblant de croire à l'histoire d'Enzo et demande ce qu'il fait là. Enzo ouvre la mallette et dit qu'il est là pour livrer le reste du paiement de Dante pour le travail. En plaisantant, Dante parle du combat qu'il a eu avec le changeur de forme qui s'est déguisé en son frère, et Enzo s'arrête pour compatir. Après avoir réitéré sa règle pour le travail de mercenaire, Enzo essaye de le flatter en mentant qu'il prendra une balle pour lui, pendant que Dante continue de chercher son autre arme. Finalement, excédé, Dante demande des explications sur les mercenaires cachés à l'extérieur. Enzo admet que les faits sont après son collier et suggère de le remettre et de partager les bénéfices. Mais Dante, se souvenant du moment où sa mère lui a donné l'héritage familial, lui dit qu'il ne laissera jamais personne le prendre. Juste au moment où les tensions montent, les mercenaires font irruption et sont choqués de trouver un faux Dante assis sur une chaise, tourné vers le mur. En s'approchant prudemment, le chef menace de tirer s'il ne coopère pas. Il tourne la chaise pour découvrir Enzo. Dans leur confusion, Dante, debout à une table de billard, leur tire dessus avec des boules, en mettant quelques-unes hors de combat. Alors que leur rang diminue, il esquive les balles et coupe les lumières. Dans l'obscurité, il élimine silencieusement les mercenaires un par un, laissant leur chef debout. Finalement, il l'attache et le pousse contre un mur, le mettant hors de combat. Ensuite, il retire le bâillon d'Enzo, qui ravit que personne n'a été tué, et demande pourquoi les Feds veulent son héritage. Enzo dit qu'il ne sait pas, et Dante met de la bonne musique pour se préparer à la vraie bataille. Bientôt, les véritables guerriers et mercenaires font irruption en utilisant des équipements de police, seulement pour trouver Dante tenant une barre d'armature et les chargeant. Après en avoir mis certains à terre, il sort avec amusement, mais à un moment donné, il se fait tirer dans la poitrine mais choque tout le monde en guérissant rapidement et en continuant le combat. Pendant ce temps, les chasseurs de démons officiels se détendent dans des camions, regardant leurs hommes se faire détruire. L'un d'eux mentionne que Fisher ne participe pas au combat. Fisher, qui est avec eux, dit qu'il est juste là pour étudier le transmetteur quantique dans l'amulette. Il taquine ensuite Anders. Finalement, Pat remarque Dante guéri et alerte les autres. Il demande au Doc et à Mary ce qui se passe, mais aucun n'a de réponse. Mary a une idée et décide de la tester. Pendant que les autres parlent du briefing de renseignement, Mary leur raconte un peu d'histoire. Apparemment, Sparta travaillait autrefois pour Mundus, le roi démon. Il y a 2000 ans, Mundus a essayé d'asservir les humains, mais Sparta s'est rébellé et l'a combattu pour empêcher les démons de pénétrer sur Terre. Malheureusement, cela n'a pas suffi, et les démons continuent d'affluer sur Terre. Une fois son histoire terminée, Mary regarde le collier de Dante et le qualifie de fou des bêtes des fosses. En le regardant se battre, Arnita Merck, qui avait eu peur plus tôt, apparaît et salue Dante. Dans un moment amical, Arnie suggère de vendre l'amulette et de partager les argents. Lorsque Dante refuse, Arnie s'excuse et l'attaque. Dante bloque l'attaque et frappe Arnie contre un mur, le mettant hors de combat. Les officiels qui regardent commentent à quel point Dante est étrange. Juste à ce moment-là, quelqu'un remarque Anders en train de regarder une photo de ses filles et lui parle. Mary annonce qu'elle va entrer et leur dit de préparer le camion. Elle saute dans le bâtiment et esquive les attaques de Dante, utilisant les grognards comme bouclier, attirant son attention. Elle vole le collier avec une corde et couvre son évasion avec une grenade fumigène. Finalement, Dante devient sérieux, prend ses armes, ignore le babillage d'Enzo et suit Mary à travers les toits. Il se retrouve dans une fusillade. Dante touche sa botte, mais elle le frappe avec des balles spéciales. À en juger par sa réaction, Mary conclut qu'il est un démon. Elle déchire sa chemise pour trouver un dispositif démoniaque, mais ne voit rien. Réalisant qu'il est un hybride, à moitié démon, à moitié humain, elle se laisse distraire. En expliquant cela, Dante tranche son arme et continue la poursuite. Mary tombe, mais Dante la rattrape et lui dit qu'il n'est pas un démon. Elle lui dit de se demander comment il fait ce qu'il fait. Après avoir récupéré son amulette, il lui demande pourquoi tout le monde la veut. Quand elle voit qu'il ne sait vraiment pas, elle le trompe et le frappe. Saisissant à nouveau l'amulette, elle s'échappe au niveau de la rue et Dante la poursuit dans un piège. Une fois à l'intérieur, Mary tire plus de balles anti-démons et lui injecte un poison explosif spécial. Impuissant, Dante regarde l'équipe de chasseurs de démons rire alors qu'il est allongé sur le sol, vaincu. Avant de continuer l'histoire principale, un petit flashback illustre la jeunesse de la meilleure guerrière du corps des chasseurs de démons, Mary. Dans ce flashback, une jeune Mary est assise dans un cinéma à regarder un film d'horreur sur des monstres attaquant des humains.
Mais au lieu d'avoir peur comme les autres, elle pointe son pistolet joué vers l'écran, déterminée à tirer sur le monstre qui attaque la femme dans le film. Sur le chemin du retour après le film, le père de Mary lui demande ce qu'elle a pensé du film et elle se plaint qu'il était ennuyeux car il n'y avait pas assez de tirs ou d'action. Alors que la famille de trois discute, ils entrent dans une station de métro déserte pour prendre le train. Juste à ce moment-là, ils aperçoivent un homme étrange de l'autre côté des voies, les regardant fixement. Il marche plus vite que d'habitude pour s'en éloigner. Malheureusement pour eux, l'homme les voit comme des proies. Il se transforme en sa forme démoniaque et charge la jeune Mary qui reste en arrière pour protéger le monde des monstres. D'une manière ou d'une autre, voyant ce qui est sur le point d'arriver, la mère de Mary se jette pour sauver son enfant, laissant le père bouche bée. Heureusement, juste au moment où le démon est sur le point d'attaquer la mère et la fille, un train passe à toute vitesse et le frappe, le tuant instantanément. Après l'incident, le père de Mary le signale à la police, mais personne ne le croit à cause de l'absurdité de l'histoire. Dans les jours qui suivent, il s'enferme dans son bureau, cherchant désespérément du pouvoir, surtout maintenant qu'il sait que les démons existent. Finalement, la mère de Mary le confronte pour avoir manqué le travail et s'être isolé. Lorsqu'il explique qu'il essaye de trouver un vrai pouvoir pour elle, elle l'appelle lâche pour ne rien avoir fait dans le métro. Bien qu'il soit déçu par ces mots, il insiste sur le fait qu'il doit acquérir la force nécessaire pour vaincre l'obscurité qui nous menace, croyant qu'ils n'ont rien sans ce pouvoir. Maintenant, de retour au présent, Dante est emprisonné à l'arrière du camion de l'adulte Mary. Se plaignant de la violation de ses droits, Mary lui dit de ne pas s'inquiéter, puisqu'il n'est pas entièrement humain. Ignorant leur bavardage, Mary teste ses nouvelles armes jouets et se plaint de n'avoir reçu les armes de mission et en fait de l'arrêter une plus jeune. Après s'être excusé, le chauffeur de camion vérifie avec les autres troupes, qui agissent comme des leurs, pour voir si tout va bien. Heureusement, c'est le cas. Le chauffeur rapporte également que le docteur Fisher, qui est dans leur van, rayonne d'excitation d'avoir eu raison sur le fait que l'amulette est un bon émetteur, comme il l'avait théorisé. Alors qu'ils se laissent emporter par des discours sur la physique quantique, le chauffeur leur suggère de briser l'amulette pour détruire le lien entre les deux mondes. Mais Fisher met en garde contre cela, croyant que l'amulette maintient le mur quantique, et il n'est pas sûr de ce qui arriverait à la stabilité de l'univers si elle était détruite. Fatigué de ces discussions techniques, l'un des autres chasseurs suggère qu'ils se taisent tous et retournent à la base sans et sauf. Pendant ce temps, Dante, après avoir lutté contre ses liens, parle à Enzo, qui est sur le point d'abandonner son optimisme. Au début, Enzo est perdu. Mais après un coup rapide dans le ventre, il réalise que Dante veut qu'il retire la boucle de sa chaussure pour qu'il puisse se libérer lentement. Marie remarque cela et tire du feu dans la zone de prison du camion pour les garder sur le qui-vive. Peu après, les vêtements de Dante prennent feu et Marie appuie sur une télécommande pour le garder enchaîné. Elle dit ensuite à Anders, son chauffeur, de lui parler des jets de feu. Marie explique que même si Dante réussissait à s'échapper, les nano-explosifs qu'elle a injectés dans son cou se déclencheraient s'il s'éloignait de plus d'un mile d'elle ou des autres. Anders réagit à la méchanceté de cela, mais Marie continue de discuter avec lui tout en faisant semblant de ne pas remarquer la tentative d'évasion continue d'Enzo et Dante. Bientôt, Fisher remarque que le motif du signal de l'émetteur de l'amulette change, bien qu'il ne puisse pas comprendre pourquoi. À ce moment-là, le vice-président appelle et Marie lui assure qu'il devrait être de retour dans l'heure. Satisfait, le vice-président, William Baines, demande à parler au prisonnier. Il se présente à Dante, qui essaye toujours de s'échapper, et le complimente sur ses capacités impressionnantes. Pendant le combat dans l'appartement, alors qu'il parle de la possible nature démoniaque de Dante, ce dernier insiste sur le fait qu'il n'est pas un démon. William raconte alors le destin qui a frappé sa mère et son frère. Dante, réalisant qu'Enzo a dû leur parler, lance un regard noir au petit bâtard. William demande ensuite des nouvelles du père de Dante, et Dante dit qu'il ne l'a jamais rencontré. Cela convainc encore plus William que Dante a du sang démoniaque. Mais au lieu de le condamner, William veut utiliser les pouvoirs de Dante comme une arme pour combattre d'autres démons. Marie proteste, insistant sur le fait que Dante devrait être traité comme n'importe quel autre démon. Mais William lui dit de ne pas s'inquiéter. Plus tard, le président dit qu'ils doivent saisir l'opportunité et gagner la guerre. À ce moment-là, un étrange blocus apparaît sur le pont. Les chasseurs traversent et ils décident de faire un détour. Anders regarde dehors et reconnaît l'officier, provoquant le blocus comme un démon déguisé. Pour rester discret, il sort du camion pour enquêter. Pendant ce temps, Fisher note que l'autre moitié de l'amulette se rapproche et est confus quant à ce qui se passe. De retour dans le camion, Marie accuse Dante de faire semblant de ne rien savoir sur ce qui se passe. Juste au moment où Dante est sur le point de se défendre, une explosion se produit au-dessus du pont, désactivant les camions et voitures à proximité. Quelques instants plus tard, le Lapin Blanc tire des missiles sur le camion de l'armée pour les neutraliser complètement. William ordonne rapidement aux chasseurs de protéger le camion, mais ils se remettent encore de l'explosion. Marie se précipite pour sauver tous ses membres essentiels des camions endommagés, incluant Pat, dont la jambe est coincée juste à temps avant que le camion n'explose. Pendant ce temps, Anders se rend au camion de Fisher et exige l'amulette pour pouvoir la protéger. Marie déduit rapidement le plan du lapin et demande si quelqu'un a un visuel sur lui. Avant qu'elle ne termine son appel, 5 des sbires du lapin, y compris le changeur de forme, apparaissent et engagent les chasseurs dans une bataille pour l'amulette. Enzo se vante que Dante battra facilement les démons, mais Dante se retire du combat sans autre choix. Mary fait face à 5 démons de haut rang, esquivant les attaques et utilisant des balles anti-démons pour les abattre. Le Lapin Blanc, impatient de se battre, dissipe la fumée et remercie les soldats de l'avoir aidé à trouver l'autre moitié de son amulette. Il engage alors le combat, déviant les balles et tuant quelques soldats. Lorsqu'une balle anti-démon le touche et qu'il guérit instantanément, les chasseurs réalisent que leurs armes sont inutiles.
L'un d'eux, King, charge le lapin pour un combat au corps à corps. Mais le lapin le surpasse facilement, lui et les autres. Sans résistance, le lapin atteint le camion de Fisher, détruit la caméra et poursuit sa mission. L'un des gardes du VP, qui s'avère être un démon, presse William de se rendre immédiatement dans un endroit sûr. Pendant ce temps, Mary tient bon contre les 5 démons, esquivant et contre-attaquant avec précision. À un moment donné, un démon frappe accidentellement un autre, ce qui entraîne une dispute parmi eux, ce qui confond Mary lorsqu'elle demande où se trouve leur leader. La scène se déplace vers le camion TR de Fisher, où Anders remet Amulette au lapin malgré les protestations de Fisher. Il s'avère que le lapin avait déjà capturé les filles d'Anders, le forçant à se conformer. Avec l'amulette complète en main, le lapin libère une décharge d'énergie qui alerte les autres démons. Fisher demande pourquoi le lapin n'ouvre pas encore la déchirure, et le lapin explique qu'il a encore besoin d'une clé de décryptage. Après quelques banalités, Fisher l'attaque avec un clavier et le lapin le poignarde à mort. Il ensuite tue Anders et le jette hors du camion pour que cela ait l'air crédible. Soudain, le lapin ressent de la douleur et ajuste la machine qui le maintient en vie dans le monde humain. Fisher, à peine vivant, lui lance une grenade. Le lapin la renvoie, enferme Fisher dans le camion et la grenade explose, tuant Fisher. Dante, toujours retenu, lutte pour se libérer. Anders, ayant un changement de cœur, le libère et Dante attaque immédiatement le lapin. Le lapin riposte en tirant un missile sur un bus scolaire. Dante sauve les enfants en interceptant le missile et en prenant l'explosion. Sur ça, le lapin monte dans un camion, fait un trou dans le pont et attend ses alliés démons. Une fois prêt, il saute à bord, laissant Mary se battre un autre jour. Ne voulant pas les laisser s'échapper, Dante monte sur une moto et les poursuit à travers la circulation. Les démons attaquent, mais il les évite habilement, blessant même l'un d'eux. Il élimine 2 brutes en leur écrasant la tête contre un mur de pont, puis fonce vers le camion juste au moment où il est sur le point de récupérer l'amulette, un démon ailé le ralentit. Ils se battent et échangent des répliques tout en roulant, finissant par se débarrasser du démon et poursuivre sa course. Pendant ce temps, Mary vérifie ses soldats blessés et révèle l'explosif nano qu'elle a injecté dans le cou de Dante. Elle estime qu'il est à environ 1 mile, ce qui signifie que sa tête va bientôt exploser. Par coïncidence, juste au moment où Dante est sur le point de frapper le lapin, la limite est atteinte et sa tête explose. Le lapin arrête le camion, réalisant qu'il doit encore pousser le fils de Sparta plus loin pour réveiller son véritable côté démon. Ailleurs, le démon s'approche de 2 gardes de sécurité, tue l'un d'eux après avoir parlé de miroir quantique et prend la forme de l'autre, poursuivant sa mission d'infiltration. À la suite de l'attaque du pont contre les chasseurs de démons. Les chasseurs de démons survivants travaillent à leur retour à Upweevil ID en disant à Pat à quel point les niveaux de puissance des démons sont absurdes. Avec le temps, l'un des autres chasseurs de démons se joint à la discussion et dit aux 2 autres à quel point il est déçu que l'apocalypse ne soit pas encore arrivé. En fait, le lapin a déjà le décodeur et le transmetteur, c'est-à-dire l'épée de Sparta et les amulettes jointes. Alors pourquoi le mur est-il toujours debout? Sans réponse en vue, Marie arrive et informe son équipe de prendre ce dont ils ont besoin et de partir, car le traceur GPS qu'elle a placé sur l'amulette indique que celle-ci vient de s'arrêter. Plus au nord, alors que son équipe se prépare à partir, elle s'approche du traître Anders et, impressionnée par son courage d'avoir chargé le lapin plus tôt, l'aide à se relever tout en appelant à l'évacuation. Juste à ce moment-là, le démon changeur de forme se faisant passer pour l'autre gars qu'il avait gardé en vie plus tôt apparaît et propose de remplacer Anders afin qu'il puisse mener cette mission à son terme. Dès qu'elle est partie, le changeur de forme se révèle à Anders et lui dit de se taire pendant qu'il s'infiltre silencieusement dans l'équipe. En route vers l'amulette avec la scène mise en place, Marie rassemble ses hommes et active la radio. Pendant ce temps, 2 des démons de haut rang du lapin sont vus en train de transporter des prisonniers, dont Dante, le VP Enzo, ainsi que quelques autres survivants à cause de l'Air Force 2 secondes avant le décollage. En chemin, Dante se remémore un souvenir qu'il a eu avec sa mère et son frère Virgile, à l'époque où elle leur avait donné à tous les 2 des moitiés de l'amulette. Ce jour-là, le duo s'est engagé dans une violente dispute qui a forcé leur mère à leur crier dessus. Au moment du coucher, la mère de Dante devait lui raconter une histoire sur son père pour qu'il puisse s'endormir paisiblement. Juste au moment où Dante s'apprête à se souvenir de l'histoire qu'elle lui a racontée sur son père, les derniers mots du lapin lui reviennent en tête. La partie où il a appelé Dante, le fils de Sparta, avant de disparaître. Et il se réveille brusquement, seulement pour se retrouver attaché à côté d'Enzo et des autres dans l'avion qui avait déjà décollé plus tôt. Pendant quelques instants, il demande à Enzo pourquoi il se sent ainsi, et Enzo, ignorant sa question, lui parle de leur situation. À ce moment-là, William Barnes, qui est assez choqué de voir Dante debout et en forme, parle de l'événement remarquable. Mais juste à ce moment-là, les frères démons rouge et bleu apparaissent pour discuter avec la star du spectacle maintenant qu'il est réveillé. Après avoir fait quelques blagues, ils parlent de la vidéo que le lapin a pour Dante, puis ils tâtonnent avec le disque en essayant de le placer dans l'enregistreur. Pendant ce temps, William rappelle à Dante son offre de se battre pour les États-Unis et essaie de le convaincre de reconsidérer, mais Enzo le coupe et insulte son équipe de sécurité pour avoir permis aux imbéciles de détourner leur avion en premier lieu, laissant entendre qu'il pourrait mourir dans l'avion. Au contraire, William dit à Enzo qu'il ne mourra pas de sitôt tant qu'il n'aura pas terminé la mission que Dieu a prévue pour lui. Alors qu'il continue à parler de choses religieuses, les frères démons parviennent enfin à faire fonctionner le disque, tout le monde regardant maintenant la vidéo. Le lapin se présente, fait une blague, puis dit à tous ceux qui sont retenus là qu'ils vont mourir, à moins que le fils de Sparta, alias Dante, ne les sauve.
Dante, qui sait exactement de qui le lapin parle, fixe l'écran avec une intention meurtrière tout en réfléchissant à son prochain mouvement. Pendant ce temps, Mary et son équipe arrivent enfin au refuge proposé du lapin et découvrent bientôt que l'amulette se trouve au dernier étage du bâtiment avec des renforts à seulement 4 minutes. Mary convainc son équipe de la suivre car on ne sait pas quand le lapin pourrait provoquer l'apocalypse de l'appartement. Malheureusement, au moment où ils entrent dans le bâtiment, tout se verrouille et bloque toutes les communications. Ninja, l'un des chasseurs de démons, essaie désespérément de signaler le QG, mais cela ne fonctionne pas. Peu après, le lapin diffuse un message sur l'interphone du bâtiment et ordonne à chaque résident de ce bâtiment de se battre ou d'être violent envers les chasseurs de Darkom, comme des terroristes, interdisant également toute interaction amicale entre eux et les chasseurs. Presque immédiatement, tout le monde dans le bâtiment verrouille ses portes, mais Mary refuse de changer la mission et ordonne à ses hommes de se ressaisir et de récupérer l'amulette au dernier étage pour qu'ils puissent sortir en un seul morceau. Cela dit, les hommes mettent leurs grandes culottes et avancent prudemment à travers le bâtiment dangereux. En montant, Sentry, l'un des chasseurs de démons, dit quelque chose désobligeante sur les démons. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse terminer son discours, l'un des démons de haut rang, le monstre ailé, la poignarde dans le dos avec son épée d'énergie et la laisse pour morte. Presque immédiatement, les autres soldats tirent sur le démon ailé, mais il dévie toutes les balles et quitte la scène pour que les tentacules du monstre de la vigne s'attaquent au reste des soldats. Une fois que le monstre de la vigne a fini de s'occuper des petits, il tourne son attention vers la chérie de Ninja et se prépare à lui tirer ses vignes. Incapable de laisser sa bien-aimée mourir, King se jette entre Ninja et les tentacules et finit par prendre le coup pour elle. Par la suite, le démon ailé revient et continue de tuer tous les soldats qu'il peut attraper avec ses mains ou ses ailes, tant les soldats de haut rang que les soldats de bas rang. Au fil du temps, Pat et quelques autres soldats meurent, laissant Ninja, qui est vu allongé à côté de King, le pleurer. Le monstre de la vigne, voyant Ninja toujours debout et en deuil, essaie de l'achever par derrière. Cependant, cette fois, Mary l'empêche et pousse le monstre de la vigne à l'attaquer à la place. Après avoir pris son courage à deux mains, Ninja prend le pistolet de Mary et le vise vers le démon de la plante ou de la vigne. Malheureusement, avant qu'elle puisse tirer, un démon ailé apparaît et l'achève. Juste après, le démon de la plante murmure quelques mots puis essaye de finir Mary. Malheureusement pour elle, Mary échappe à l'emprise du démon ailé et parvient à entrer dans l'ascenseur, laissant le démon ailé dehors pour s'échapper vers les étages supérieurs. Alors que l'ascenseur monte vers le dernier étage, Mary a des flashbacks de la mort tragique de son équipe et parvient bientôt à se ressaisir. Lorsqu'elle arrive enfin à un étage aléatoire, elle sort en courant de l'ascenseur et traverse accidentellement un laser qui active un mécanisme la baignant dans un gaz hallucinogène violet. Finalement, Mary se débarrasse du gaz et fait de son mieux pour trouver un endroit sûr où se cacher. De retour dans l'avion, la vidéo de Rabbit continue de jouer et il dit à Dante d'accepter le fait qu'il est un demi-démon et de continuer sa vie après avoir énuméré tout ce qui fait de lui un demi-démon, y compris le fait que son soi-disant père fainéant était autrefois le héros appelé Sparta. Rabbit pousse Dante à se regarder et à réaliser à quel point il a l'air aristocratique. En réalité, Dante ne sait rien du monde infernal que menace le royaume des démons, surtout après Sparta. Le père de Dante les a tous enfermés avec sa barrière. Ensuite, Rabbit traite le père de Dante de lâche narcissique et, après s'être comporté, leur dit que ces garçons vont bientôt faire exploser les explosifs dissimulés dans l'avion, à moins que Dante n'active son déclencheur démoniaque et ne combatte les frères démons pour sauver tout le monde dans l'avion. À ce moment-là, les autres passagers commencent à paniquer, et Enzo, en riant, appelle Dante le fils de Sparta. En réponse, Dante essaye de faire passer le type Sparta pour une légende irréelle, mais les frères démons l'interrompent rapidement et le corrigent pour s'assurer qu'il sache que Sparta est réel, et qu'ils ont vécu avec les conséquences de sa trahison pendant les 2000 dernières années. Même lorsque Dante essaye encore de rejeter son père, William le corrige et lui fait savoir que Sparta est bel et bien réel. À ce stade, Dante ne peut pas argumenter contre la raison alors que Enzo lui fait savoir que son père est le bon gars et tout ça. En entendant cela, le frère démon défie Dante de prouver qu'il est le véritable fils de l'histoire de Sparta. Et Enzo assure tout le monde autour que Dante va utiliser son déclencheur démoniaque pour vaincre les frères démons. Quand Dante parle avec assurance de ne pas en avoir besoin pour vaincre ces deux-là, le démon bleu intervient et se moque de lui pour ne pas avoir pu faire quoi que ce soit lorsque sa mère et son frère étaient en train d'être assassinés quand il était plus jeune. En soignant les cicatrices sur son visage, Dante dit au frère qu'à l'époque, il était un enfant sans défense qui ne pouvait rien faire. Maintenant, il se libère des contraintes et promet de faire quelque chose pour la situation actuelle afin qu'elle ne se termine pas comme celle de l'époque. Pendant ce temps, Mary est vue montant les escaliers pour atteindre le dernier étage lorsque les effets du gaz qu'elle a ingéré plus tôt commencent à se faire sentir. Soudain, elle se retrouve entre les dimensions de l'enfer et de la terre, hallucine et voit des apparitions étranges de ses camarades récemment décédés, la taquinant et lui reprochant leur mort. Ne pouvant supporter les hallucinations, Mary s'échappe dans une pièce sombre et tire dans le vide. Puis elle hallucine sur son père, lui reprochant une autre tragédie de son passé, et trébuche jusqu'à tomber à travers un plafond fragile et dans un garde-manger. Là, elle trouve le démon ailé et s'enfuit pour sauver sa vie lorsqu'elle réalise que le type est bien réel. Alors qu'elle court dans le couloir pour échapper au démon ailé, Mary continue de voir les apparitions de ses camarades décédés, faisant de leur mieux pour la taquiner, mais parvient tout de même à sortir de la vue du démon ailé. Finalement, elle arrive à une porte d'appartement et frappe à la porte espérant obtenir une réponse. Juste au moment où elle s'apprêtait à faire sauter la porte, quelqu'un l'ouvre et lui demande de s'en aller.
Incapable de faire cela, Mary demande à l'asile dans son appartement en lui disant qu'il y a un démon derrière elle et en espérant qu'ils auront pitié d'elle. Au début, le propriétaire de l'appartement la reconnaît comme étant avec les soldats. Mais lorsque Mary lui assure qu'il n'y a plus de soldats, il ouvre sa porte pour elle et lui permet de se cacher dans son placard. Peu après, le démon ailé apparaît et demande au propriétaire de l'appartement qui est aussi un démon s'il sait où se trouve Mary. En lui disant non dans leur langue, le démon ailé détruit quelques-unes de leurs affaires et ne part que lorsqu'il est sûr qu'il n'y a personne d'autre là. Dès que le démon ailé est parti, Mary pointe son arme contre le pauvre démon qui vient de l'aider et menace de culer sa famille. Quant à Dante, qui est toujours dans l'avion, il continue de se battre et de se défendre contre les démons jusqu'à ce qu'ils utilisent du feu contre lui et le fassent gigoter comme un petit enfant. Après une pause pour se ressaisir, Dante attaque à nouveau contre les démons, mais cette fois il le tabasse avec leur puissance de feu et le laisse remettre en question ses choix de vie. Peu après lui avoir laissé un moment de répit, il continue de le frapper et de l'insulter pour être une Moliette qui ne pouvait bien se battre que pour elle-même. Finalement, il le blesse à la poitrine avec leur épée et le laisse, se remémorant les choses que sa mère lui avait dites un jour à propos de son père. Juste au moment où il s'apprête à l'achever, cependant, Dante active son déclencheur démoniaque et non seulement tient l'épée à main nue, mais repousse aussi les deux frères, laissant le VP et Enzo bouche bée. Réalisation que Dante est maintenant prêt à se battre, le démon rouge décide de l'affronter pour de bon avant de faire exploser les charges. Cela dit, il attaque Dante de toutes ses forces, mais malheureusement pour lui, Dante non seulement bloque toutes ses attaques, mais le poignarde également avec son épée, ne laissant que le démon bleu. À ce moment-là, Mary est vue en train d'essayer de raisonner les démons dans l'appartement qui viennent de l'aider. Apparemment, à cause de l'hallucinogène dans le gaz, elle les voit comme de véritables démons. Mais ensuite, les démons lui demandent de partir, surpris qu'elle pense qu'ils sont avec le lapin et son équipe. Lorsqu'on lui demande pourquoi ils sont sur Terre, le démon, avec sa femme et son enfant, dit à Mary qu'ils ont seulement suivi le lapin sur Terre parce qu'ils avaient besoin d'un moyen de sortir de l'enfer qu'ils appellent l'enfer. Jusqu'à présent, l'air qu'ils respirent dans leur enfer, alias Makai, est toxique, et ils ne pouvaient pas soumettre leur enfant à un destin aussi cruel. En entendant cela, Mary ne les croit pas, alors elle leur demande comment ils sont arrivés sur Terre, et les démons disent que le lapin a créé un trou dans la déchirure avec un dispositif qu'il a construit il y a 1 an. À l'époque, ils ne voulaient qu'une vie meilleure pour leurs enfants, mais maintenant qu'ils sont ici, ils ont vu à leurs dépens que les humains ne peuvent pas accepter les démons, donc ils n'ont d'autre choix que de rester cachés et de faire tout ce que le lapin leur dit de faire, tout en fermant les yeux sur les expériences qu'il fait sur les enfants orphelins. Après avoir entendu tout cela, Mary accepte pour une fois dans sa vie qu'elle ne sait rien, et en sortant de la pièce, elle promet de les protéger une fois qu'elle aura son renfort et qu'elle ira chasser le lapin. De retour dans l'avion, le démon bleu, furieux de la mort de son frère, active les charges et fait un trou dans l'avion, expulsant tout le monde, y compris Dante. Alors qu'ils tombent tous vers leur mort, l'équipage entier panique et crie pour sauver sa vie. Quant à Dante, il localise le démon bleu et reprend son combat avec le débile en plein vol, laissant les autres humains continuer à tomber vers leur mort. Malheureusement, avant qu'il puisse blesser le démon bleu, le salaud manipule le vent autour de lui et l'utilise pour s'enfuir. À ce stade, Dante commence à réfléchir à comment se sauver lui-même et les citoyens d'une mort atroce. Pendant ce temps, Mary continue de faire de son mieux pour échapper au radar du démon ailé. Juste au moment où elle s'apprête à y parvenir, elle tombe sur les 10 tentacules du démon plante et se précipite pour se cacher. Peu après, le démon plante rencontre le démon ailé et l'exhorte à aller accomplir sa autre mission pendant qu'elle s'occupe de leur ennemi commun, Mary. Heureusement pour Mary, le démon ailé accepte et quitte la scène pour continuer sa autre mission. À ce moment-là, leur enfant de Mary arrive et met rapidement en place un périmètre autour du bâtiment car ils ne peuvent pas simplement entrer dans le bâtiment à cause des portes en acier haute tension qui le protègent. Pendant ce temps, le démon ailé est vu profondément sous terre, passant par ce qui semble être un donjon rempli de démons prêts au combat, impatients de se battre. Lorsqu'il attire en fois leur attention, il leur dit de se préparer pour qu'ils puissent sortir au combat. Rayonnant d'excitation, les démons prêts au combat saisissent leurs armes et se préparent à la guerre. Mary, quant à elle, sort d'une ventilation dans une zone sécurisée et peut enfin respirer de l'air frais pour une fois. Après avoir rassemblé ses pensées, elle traverse le couloir silencieux et trouve bientôt une porte électronique défectueuse qu'elle brise pour accéder au laboratoire dérangé du lapin. Juste après avoir eu quelques hallucinations, elle tire sur un démon à moitié mort qui grimace silencieusement de douleur, puis se tourne rapidement vers l'autre démon à moitié mort qui est élangé derrière elle et lui demande de mettre fin à sa souffrance. Quelques hallucinations plus tard, Mary aide le pauvre type et se tourne rapidement vers la porte. Lorsqu'elle s'ouvre, heureusement pour elle, ou malheureusement, elle rencontre le faux soldat dans lequel le démon changeur de forme s'est transformé plus tôt et quitte la pièce avec lui. N'ayant plus de temps à perdre, Dante réfléchit pas en ses vies après une brève discussion avec Enzo, qui tombe également vers la mort, se rappelle rapidement d'utiliser des parachutes pour ralentir leur descente. Avec cela en tête, il glisse et court sur les débris qui tombent, attrape un parachute et rejoint une dame à hasard qui tombe aussi avec eux. En parlant de son expérience d'être dans un avion pour la première fois, il attache le parachute à la femme et l'ouvre pour assurer son atterrissage en toute sécurité. Peu après, il fait la même chose pour quelques autres personnes, mais pendant qu'il y est, certains des débris qui tombent explosent sur lui et déclenchent son éveil complet du déclencheur démoniaque. Pendant que Pretty Boy est occupé à se transformer en démon à part entière en pré-vol, Mary, qui est un peu sceptique de l'histoire de couverture de l'homme, prend son arme et après avoir eu quelques flashbacks étranges sur son passé, vélitre l'ensemble du laboratoire jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de balles.
En expliquant pourquoi elle a agi ainsi, Mary exhorte le soldat à la suivre jusqu'au dernier étage pour qu'il puisse découvrir ce que le lapin a fait tout ce temps. Pour détourner ses soupçons, l'homme l'indique la direction des escaliers menant au dernier étage et marche avec elle. En montant, le duo parle des démons amicaux cachés dans les appartements du bâtiment, Mary essayant de les présenter comme de bons démons et autres. À un moment donné, le faux soldat commet une erreur en appelant l'enfer Makai, ce que Mary ne savait même pas au départ, et change instantanément de comportement en réalisant qu'il a été démasqué. Mary, qui décode instantanément la situation, évite ses tirs et enfonce certaines de ses balles explosives dans les jambes du démon changeur de forme. N'ayant plus rien à perdre, le démon reprend sa forme originale et, tout en évitant la plupart des tirs de Mary, la poignarde dans la poitrine et la fait pendre autour d'un trou, ce qui attire le démon plante vers elle. Alors que le démon végétal se fraye un chemin jusqu'au dernier étage, le changeur de forme coince Mary et se prépare à l'achever. Cependant, juste au moment où il s'apprête à le faire, Mary lui demande d'attendre pour qu'il puisse négocier sa vie. Au début, le démon changeur de forme rejette sa suggestion, mais après avoir entendu les secrets que Mary promet de lui révéler sur Darkcom, tous les codes d'accès, les informations de haut niveau et autres, il décide de la laisser vivre. Environ une minute plus tard, le démon végétal apparaît à leur étage et sans hésitation attaque la version de Mary du changeur de forme avant de se vanter de la façon dont elle présentera son cadavre au rab. Peu après, elle se rend compte qu'elle a attaqué la mauvaise Mary et fait de son mieux pour esquiver et dévier toutes les balles anti-démon de la vraie Mary. Malheureusement pour elle, même cela n'est pas suffisant, car dès qu'une des balles de Mary la touche, elle explose et meurt. Pendant ce temps, Dante et les autres continuent de tomber librement vers leur mort. Le pauvre Dante, qui active encore son déclencheur de démon complet, se remémore tous les souvenirs douloureux qu'il a eus avec sa mère, le lapin et son frère. Et seulement après avoir pleinement accepté qu'il est en démon complet, il termine sa transformation et fait pousser des ailes, avec Enzo lui rappelant leur situation. Le nouveau Dante se met rapidement en action et parvient à sauver le vice-président, Enzo, un imbécile, et quelques autres de la chute sur le béton dur. Dès qu'il atterrit les idiots sur le toit d'un gratte-ciel, le démon bleu passe en soupe, lui attrape le visage et l'emmène vers un autre bâtiment pour continuer leur combat. Au même moment, Mary s'injecte une substance pour garder son calme, puis infiltre le bureau du lapin, surprise de ne trouver personne à part des écrans partout. En regardant les écrans, elle découvre les corps de ses camarades morts ainsi que des démons retenus prisonniers et décide finalement de changer la donne en ouvrant les portes extérieures. Juste au moment où elle s'apprête à appuyer sur le bouton, quelque chose d'étrange se produit et les portes s'ouvrent toutes seules. Choquée, elle vérifie les caméras de sécurité et découvre bientôt les bombes placées par les piliers entourant les portes. Avec les soldats se précipitant dans le bâtiment, Mary fait de son mieux pour les avertir, mais les signaux de communication sont brouillés, donc ils ne l'entendent pas à temps. Heureusement, avant que la chose n'explose, l'un des soldats entend l'avertissement de Mary et signale rapidement à ses hommes de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Grâce à cela, ils n'ont subi que 2 pertes et quelques soldats légèrement blessés. Par coïncidence, enfin Dante L.A. parvient à se libérer de l'emprise du démon bleu pour qu'il puisse se battre correctement. Juste après avoir fait des commentaires désobligeants sur le démon rouge, le duo se bat dans les airs comme des chiens et chats. Juste après avoir esquivé les attaques de vent du démon bleu, il écrase le salaud dans un bâtiment inachevé en dessous de lui et continue de frapper le pauvre diable tout en demandant au démon bleu de lui dire où se trouve son collier. Après avoir reçu suffisamment de coups, le démon bleu lui dit que son collier est avec le lapin. Mais juste au moment où Dante s'apprête à l'achever, l'explosion de la porte se produit et Dante comprend instantanément où se trouve la planque du lapin. Dans le sillage de l'explosion, Mary reçoit l'apport de situation et pousse enfin un soupir de soulagement en découvrant qu'il n'y a pas eu beaucoup de pertes. Quoi qu'il en soit, elle se connecte à tous les dispositifs de communication du bâtiment et juste après avoir dit aux démons amicaux qu'elle comprend la raison de leur présence, qu'ils ne peuvent pas survivre dans leur royaume, elle ordonne à ses hommes à l'extérieur de s'assurer qu'ils n'entrent dans le bâtiment que pour sauver les démons amicaux. Juste après avoir passé l'instruction, ces soldats remettent en question son jugement et Mary dit qu'elle donne l'ordre parce que les démons dans le bâtiment ne sont pas seulement des réfugiés n'ayant d'autre choix que d'être là, mais qu'ils l'aident aussi à se sauver. Pour cette raison, elle dit aux soldats d'emmener les démons au QG et d'attendre de nouvelles instructions quand ils arriveront. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle fera entre-temps, Mary dit qu'elle ira voir le lapin et s'assurera de s'occuper de lui avant de partir. Alors qu'elle poursuit sa mission, Dante, qui voyale vers la planque, se fait rapidement bloquer par le démon bleu. Alors qu'il essaye de battre le démon, son déclencheur de démon se désactive en plein vol et incapable de faire quelque chose dans sa forme actuelle, il s'écrase au dernier étage du bâtiment avec le démon bleu. Après avoir atterri, le démon bleu se penche sur Dante pour l'achever. Cependant, alors qu'il s'apprête à le faire, Mary apparaît et tire une balle anti-démon dans son putain de Brennac qui provoque une explosion et le tue dans le processus. Juste après avoir été sauvé, Dante reconnaît Mary et admet enfin qu'elle avait raison à propos de lui étant un demi-démon. Mary peut alors se vanter pendant environ 2 minutes avant de continuer sa recherche de l'amulette avec Dante. Peu après avoir suivi son tracker vers une certaine pièce sombre, Mary se rend vite compte que le lapin l'a démasqué depuis le tout début. Malgré cela, elle examine les modèles de poupées en peluche de lapin que le lapin a placés plus tôt pour simuler les manières exactes dont ses camarades sont morts et juste après s'être mise en colère, elle tire sur tout l'endroit. Juste après, Dante ramasse un dispositif qui bip à proximité, le pose et avec Mary, regarde cela les mettre en conférence téléphonique cryptée avec le lapin.
À cet instant, après avoir passé les politesses, le lapin passe au sujet principal et informe Mary et Dante qu'il avait initialement organisé l'appel pour eux. À ce moment, les soldats parviennent enfin aux portes des démons amicaux et les escortent sans sécurité hors du bâtiment comme une horloge. Juste à ce moment-là, William, le vice-président, appelle l'un des soldats pour un rapport de situation. Mais lorsqu'il découvre leur plan pour évacuer en toute sécurité les démons réfugiés, il se fâche et remet en question leur santé mentale pour avoir fait une chose aussi horrible. À ce moment-là, Marie informe le lapin de l'évacuation des démons qui se déroule pendant qu'il parle. Et le lapin, ignorant ces divagations, menace de déchaîner l'enfer sur les terriens dans les 30 prochaines minutes si Dante ne se rend pas à l'endroit indiqué. À ce stade, Marie sait qu'il se passe quelque chose, car elle ne comprend tout simplement pas pourquoi le clown garderait quelqu'un comme Dante en vie alors qu'il possède déjà l'épée de Sparte et l'amulette complète, qui sont toutes deux nécessaires pour provoquer l'apocalypse avec lui. Lorsque Dante lui dit qu'il est fils de Sparte, Marie finit enfin par tout comprendre. Et étant donné que Sparte a utilisé son sang pour construire le mur, le lapin a besoin de Dante pour activer son déclencheur de démons, afin que le gène dormant nécessaire pour déchirer le mur et son sang soit activé. Malgré le fait de l'avoir découvert son plan entier, le lapin lui assure que le Dante qu'il connaisse viendrait de toute façon à lui, car il est si arrogant. À ce moment-là, le démon changeur de forme reprend conscience et se transforme rapidement en faux soldat. Pendant que les autres soldats patrouillent dans cette zone, il les trompe en leur faisant croire qu'il est le vrai, puis, pendant qu'il le laisse partir, il part de la venin du démon plante-mort. Après leur bavardage, le lapin menace de commencer la guerre contre les humains si Dante ne se présente pas à temps. Pendant que Dante réfléchit à ce qu'il doit faire, William ordonne aux soldats d'ouvrir le feu sur les démons réfugiés et de les liquider tous. Le changeur de forme regarde avec dégoût alors que les soldats dans tout le bâtiment tuent chaque démon réfugié sans aucune émotion. À ce moment-là, Marie comprend enfin le plan du lapin. Depuis le début, il visait Darkham avec l'espoir de les visérer. Juste après avoir vu l'horreur se dérouler devant ses yeux, le démon changeur de forme active toutes les bombes autour du bâtiment planqué et les fait exploser, réduisant en miettes tous les démons restants et les soldats. Avant de continuer l'histoire principale, une série de flashbacks est montrée pour expliquer l'histoire d'origine du meilleur lieutenant de l'armée américaine et du démon le plus notoire à avoir jamais foulé la terre, le lapin. Dans un flashback, la jeune Marie est vue se promenant dans le couloir près du bureau de son père lorsqu'elle entend soudain un bruit sourd venant de son bureau. Elle s'arrête pour jeter un coup d'œil dans le bureau par le trou de la serrure et découvre malheureusement son père, autrefois fier, perdant la raison à cause de ses recherches pour éviter d'être frappé par l'homme en colère. La jeune Marie quitte silencieusement le bureau et continue de jouer avec son ami. Plus tard dans la soirée, elle entend à nouveau le même bruit venant du bureau de son père et devient encore plus triste en craignant de perdre son père. Après de nombreuses nuits, elle finit par surprendre son père en train de faire des tests sur une étrange main de démon qu'elle n'a jamais vue auparavant. Lorsque son père la remarque, il la pousse hors du chemin et bloque le trou de la serrure. Le lendemain matin, elle trouve sa mère en train de pleurer et les laisse faire ce qu'ils ont à faire. En parallèle, un jeune garçon récemment orphelin d'origines inconnues est escorté par un homme vers un orphelinat voisin pour y chercher asile. À l'époque, le seul réconfort qu'il trouvait dans ce monde froid et cruel était ses jouets et ce livre d'histoire spécial qu'il portait toujours avec lui, Alice au pays des merveilles. Juste après avoir été accepté comme résident de l'orphelinat, le petit frère reprend sa vie habituelle, jouant avec ses jouets et lisant ses histoires dès qu'il le pouvait, comme n'importe quel autre enfant. Malheureusement pour lui, sa petite taille faisait de lui une target pour les intimidateurs de l'orphelinat, et même lorsqu'il signalait les intimidateurs à la matrone et à son responsable, il ne faisait rien pour les arrêter. Une nuit, alors qu'il lit son livre d'histoire près des escaliers de la lit, il remarque une petite fissure s'ouvrir dans la lit en dessous de lui et va voir. Immédiatement, il s'approche de la fissure et celle-ci s'élargit pour l'attirer. Par coïncidence, la jeune Marie essaie d'entrer dans le bureau de son père pour lui parler et s'assurer qu'il va bien. Cependant, le petit frère entre dans le portail pendant que la jeune Marie abandonne l'idée d'aider son père. Quelques secondes après être entré dans le royaume des démons, le petit gars réalise rapidement le monde horrible dans lequel il se trouve alors qu'il est poursuivi par un démon fou. Dans un état de panique, le petit frère court si vite que ses jambes flébissent sous toute la pression. Si cela ne suffisait pas, l'air lui-même est dangereux à respirer, donc il lutte pour rester en vie et s'éloigner le plus possible du démon. Finalement, lorsqu'il entre dans une étrange grotte, une main étrange l'attire plus loin dans l'abîme et ensemble, le petit frère et la figure étrange réussissent à se cacher jusqu'à ce que le démon s'ennuie et s'éloigne. Juste après avoir survécu à cette expérience, le petit gars s'évanouit et se réveille quelques jours plus tard dans une colonie de démons. Alors que son ami et sauveur l'aide à sortir de la tente, le petit gars voit dizaines de démons souffrir et lutter pour survivre dans un monde qui les piétine. Bien que les autres démons enfants étaient tout d'abord effrayés par lui, à cause de sa forme étrange, ils se sont vite réchauffés à lui et l'ont accepté comme l'un des leurs. Quant à Marie, elle ignore complètement les malheurs de son père et s'amuse plutôt avec son ami masculin autant qu'elle le peut pour se changer les idées. En même temps, le petit garçon orphelin récemment s'est installé dans le nouveau monde dans lequel il se trouve, jouant, explorant, mangeant, faisant la fête et riant aussi fort que jamais avec ses amis. La nuit pendant, le petit démon enfant de sa nouvelle famille trouve parfois le petit gars en train de jouer avec des appareils électroniques, sa nouvelle passion, et s'émerveille de la beauté de ces choses. Malheureusement, avec le temps, le petit démon enfant s'est épuisé après avoir inhalé tant d'air démoniaque toxique et a bientôt commencé à tomber malade. Lors de l'un de leurs voyages exploratoires, les enfants assistent à l'oppression pure de leur espèce aux mains des démons stupides et de haut rang qui ne cherchent que le pouvoir et le conflit.
Rappelez-vous, Mary est toujours chez son père, se détendant et jouant aussi fort qu'elle le peut avec son ami. Plus tard dans la journée, le petit démon s'effondre et sa santé devient de plus en plus fragile à chaque heure qui passe. Au crépuscule, lorsque Mary retourne chez son père, elle prend son pistolet en jouet et entend bientôt des bruits de lutte provenant du bureau de son père. Avec le temps, elle va voir ce qui se passe et découvre son père en train de frapper sa mère qui essaye seulement de l'empêcher de s'injecter une substance dangereuse dans le corps. Après l'avoir maîtrisé, l'homme s'injecte la substance et se transforme bientôt en démon. Mary passe ses derniers instants avec sa mère quand soudain le morceau de merde inutile tire sur elle, lui suce tout son sang puis se tourne vers sa fille pour faire la même chose. Mary fait de son mieux pour se défendre mais son père la pousse à l'écart, la laissant pour morte. Heureusement pour Mary, le débile parvient à allumer un feu qui l'entoure en rien de temps et consume tout. Cette nuit-là, Mary a perdu les deux meilleures choses qui lui soient jamais arrivées, et lorsque les pompiers arrivent, il est déjà trop tard. Ses parents étaient partis. En même temps, dans le royaume des démons, le petit enfant meurt à cause des toxines dans l'air et le petit gars assiste à la crémation de l'un des démons les plus mignons qu'il ait jamais vu. En hommage, pour rendre hommage au petit démon, le gars brûle son livre d'histoire préféré et change cette nuit-là. Mary, quant à elle, a vécu sa vie à s'entraîner pour devenir chasseuse un jour. Des années plus tard, elle est devenue suffisamment forte pour rejoindre Darkholm et a été acceptée instantanément. Quant au petit gars, il est maintenant un adolescent, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus intelligent. Il parvient donc à construire un dispositif capable d'ouvrir un portail entre l'enfer et la terre, tout comme celui qui l'a amené en enfer des années auparavant. Une fois qu'il est suffisamment confiant dans son design, il fait une démonstration aux démons de son village et parvient enfin à ouvrir un portail vers une forêt sur terre. Là, le gars et ses amis démons sortent du monde démoniaque pour de bon et installent un camp dans la forêt pendant qu'ils cherchent un bâtiment abandonné quelque part où ils peuvent rester à long terme. Pendant ce temps, Mary et sa nouvelle équipe de chasseurs de démons parcourent le pays à la recherche de chaque démon qu'ils peuvent trouver. Et le gars continue de faire de son mieux pour créer de bons souvenirs avec ses amis démons. Peu après être retournés dans le royaume des démons pour récupérer leurs affaires, Mary et son groupe tombent sur quelques traînards de l'équipe du gars dans un entrepôt abandonné essayant de sécuriser un endroit pour leur prochain portail afin de pouvoir y rester à long terme. Sans le temps d'expliquer, Mary et son équipe ouvrent le feu sur les trois démons et tuent chacun d'eux sans faute. Juste après les avoir tués, le portail s'ouvre, et les démons ainsi que le gars, tous poursuivis par des monstres, se précipitent dans le portail. Seulement pour arriver à l'entrepôt et découvrir non seulement leurs camarades morts, mais aussi se faire tenir en joue. Lorsque Mary interrompt l'exécution et demande au gars adolescent ce qu'il fait, un humain avec les démons. Le gars essaye de lui expliquer qu'ils essayent seulement d'atteindre la sécurité. Malheureusement, la folle Mary interrompt le gars et jacasse comme une idiote. Finalement, avant que le gars puisse faire passer son message, le démon qui les poursuit passe à travers le portail et en mange certains. Incapable de le laisser traverser vers la terre, Mary et son équipe ouvrent le feu sur les démons amicaux ainsi que sur les mauvais. Juste après les avoir tués chacun, Mary évacue son groupe et fait sauter tout le bâtiment en 1000 petits morceaux. Lorsqu'il arrive enfin, le gars adolescent blessé devient fou, en voyant toute sa famille morte devant lui. Par la suite, il change d'attitude, met en place un dispositif pour rester en vie, coud un masque de lapin sur la tête, joue à se déguiser et se prépare à se venger de Mary et de l'ensemble de Darkholm, y compris du vice-président William Baines. Retour à l'histoire principale. Le lapin est vu en train de se frayer un chemin dans Macaï, le royaume sombre appelé enfer par les humains. Après avoir lutté pour rester en vie à cause de la toxicité de l'air, il parvient enfin au lieu de rendez-vous. Là, il trouve un démon cornu silencieux et parle de ses informations concernant Dante étant le fils de Sparta avant de remettre l'amulette au démon. Une fois cela fait, il rappelle au démon cornu de livrer la dernière pièce de leur rapport, comme promis, et le démon cornu lance un peu de sang sur l'amulette. Presque immédiatement, il y a une énorme explosion d'énergie qui dure juste une seconde avant de disparaître. Satisfait des résultats, le lapin collecte l'amulette et fait des commentaires sur le démon cornu laissant le sang de la corne de Sparta. En réponse, le lapin lui rappelle qu'il a encore besoin de sang de Dante pour abattre complètement le mur, et le lapin lui assure qu'il s'occupe de l'autre partie lorsque le démon cornu s'approche de lui et tire l'épée de Sparta de son arsenal avant de parler de la façon dont il est irréel pour quelqu'un comme lui de manier une épée de cette puissance. Bien qu'il ait raison, le lapin lui dit qu'il a toujours besoin de l'épée pour abattre le mur et libérer chacun des Macaïens de leur esclavage en enfer. De plus, si le démon cornu se rébelle, le lapin menace qu'il sait exactement qui il est et comment il a obtenu l'amulette et le morceau de sang. Réalisant la menace du lapin, le démon cornu rend l'épée et regarde le lapin retourner sur Terre pour préparer ses soldats à l'arrivée de Dante. Entre-temps, Mary reprend connaissance et, après s'être dangereusement approché de Dante, le frappe et le réprimande pour l'avoir jeté par la fenêtre du dernier étage. Lorsque Dante lui dit qu'il l'a fait pour la sauver de l'explosion, Mary l'insulte, seulement pour se retourner et voir les corps de ses soldats et des démons amicaux. Réalisant jusqu'où le lapin est prêt à aller juste pour ouvrir le mur entre la terre et l'enfer, Mary se prépare et dit à Dante qu'elle va arrêter le lapin et son plan pourri. À ce moment-là, Dante se met à parler de son côté démoniaque et de toute la rage et la haine que cela lui a fait ressentir à l'époque. Étant donné que son père Sparda a dû ressentir la même chose et la contrôler pour retourner son pouvoir contre les ténèbres, Dante ressent un sens de responsabilité d'être celui qui empêche le bâtard de lapin d'utiliser l'amulette pour briser le mur.
En écoutant le discours, Mary tire sur la jambe de Dante et le traîne dans la camionnette pour le cacher là. Avant de le verrouiller, elle lui rappelle que tout ce dont le lapin a besoin, c'est d'une goutte de son sang pour détruire le monde entier. De plus, il semble avoir un problème avec Darkom, donc quoi qu'elle arrive, elle doit être celle qui l'arrête. Cela dit, elle le verrouille et s'en va. Quelques minutes plus tard, Mary vole la Lamborghini d'un proxénète et accélère aussi vite qu'elle le peut pour arriver à l'endroit convenu à temps. En parallèle, Anders reçoit un autre appel du lapin, et après avoir reconnu à quel point il a été obéissant jusqu'à présent, le lapin lui donne une dernière mission à accomplir. Peu après l'appel, il vérifie sa montre et prépare ses hommes à se détendre jusqu'à ce que Dante arrive. Juste à ce moment-là, les 30 minutes convenues s'écoulent et le démon ailé se prépare à attaquer la Terre. Ne pouvant pas laisser passer cette opportunité, le lapin demande d'abord au démon de se détendre et d'attendre que Dante arrive. Quelques secondes plus tard, ils entendent les moteurs rugissants de la Lamborghini de Mary au loin, et le lapin ordonne immédiatement à l'un de ses démons, Bloodstrike, de se préparer à récupérer le sang de Dante. En même temps, Mary tire sur les pneus d'un camion sur l'autoroute équipé d'une rampe et l'aligne avec le bâtiment où se trouve le lapin. Une fois fait, elle accélère vers la rampe et saute vers l'emplacement du lapin. Suspendue dans les airs, elle aperçoit Bloodstrike, qui a maintenant pris sa forme démoniaque et vient pour son sang et tire sur le bâtard avec ses balles anti-démons. Juste après avoir tué le démon, elle sort de la voiture, atterrit en toute sécurité, laissant la voiture exploser, puis parle avec le lapin en colère. Avec le temps, elle lui dit qu'elle est là pour négocier la vie de Dante contre l'amulette. Au début, le lapin pense qu'elle bluffe, mais quand Mary lui dit d'annuler l'attaque, il rit simplement et loue son courage. En y réfléchissant, Mary assure au lapin que si Dante brûle, alors tout espoir d'obtenir son sang est perdu. Ensuite, elle lui fait allusion au fait qu'il a joué avec le code génétique de ses semblables juste pour atteindre son objectif. Maintenant, avant qu'elle ne dise d'autres choses incriminantes sur sa vendetta contre Darkom, le lapin lui donne l'amulette et, après avoir attendu quelques minutes de plus, lui demande pourquoi elle n'explose pas Dante en morceaux si elle l'a enfermé quelque part. Alors qu'il insinue qu'elle a peut-être un faible pour le demi-démon, Mary appuie sur le bouton de détonation et fait exploser encore plus la Lambo. En réalisant qu'elle bluffait depuis le début, le lapin ordonne au démon ailé de la tuer et une autre bataille commence. Après s'être armée d'un lance-grenade, Mary bombarde le démon ailé, le gardant affaibli, puis s'attaque aux autres petits démons. Au fil des scènes suivantes, elle tue autant de petits démons qu'elle peut en utilisant la lame fixée au lance-grenade et une autre arme. Finalement, elle est touchée par la lame d'un démon et devient paralysée car les lames étaient imbibées d'une toxine neuroparalysante. Incapable de mouvoir, le lapin murmure quelques mots insensés sur le fait qu'elle ne ressent pas la douleur alors qu'elle meurt et retourne dans le portail. Juste au moment où les démons s'apprêtent à achever Mary, Dante apparaît et tue chacun d'eux, sauvant la vie de Mary. Avant qu'ils commencent à se battre, le lapin propose à Dante de montrer le genre de monde que son père Sparda avait créé lorsqu'il les a tous enfermés avec le roi des monts dérangés Mundus qui a terrorisé la population depuis lors. En l'appelant paradis, Dante rit à la simple pensée de cela. Mais ensuite, le lapin lui propose de lui montrer la folie de son monde. Avant d'accepter son offre, Dante repense à ce que sa mère lui a dit dans sa vie passée et dit alors au lapin qu'il va le suivre, mais aucun mal ne doit arriver à Mary. Après avoir assuré sa sécurité, le lapin escorte Dante à travers le portail vers l'enfer. Dans ses premiers instants là-bas, Dante a du mal à respirer dans l'air toxique, et le lapin, qui peut voir sa souffrance, se met à parler de la manière dont l'enfer a été capricieux jusqu'à présent, endurant des siècles de conflits et de dévastation. Alors que Dante se dirige vers le portail pour retourner sur Terre, le lapin l'arrête pour qu'il puisse voir l'ampleur de la décision de son père. Une fois qu'il est satisfait, il renvoie le salaud aux cheveux blancs sur Terre et lui dit que même s'il a construit le dispositif et sauvé d'innombrables macacanes, ce n'est toujours pas suffisant pour vraiment sauver l'enfer. Chaque macacane doit traverser vers la Terre. Bien sûr, les monstres démoniaques viendront avec les opprimés, provoquant un génocide de masse des humains. Mais après une génération ou deux, le nouveau monde sera équilibré et les gens et les démons vivront enfin ensemble comme un tout. Son point passé, Rabbit donne à Dante la chance de donner volontairement son sang pour engendrer un monde équilibré. Heureusement, Mary parvient à lui faire entendre raison et Dante finit par refuser de donner son sang. Réalisant que la voie diplomatique ne fonctionnera pas, Rabbit ordonne à ses soldats d'obtenir le sang de Dante de la manière traditionnelle avant de le laisser se battre. Mary avertit Dante que les lames sont enduites de poison, et Dante, après l'avoir remercié pour son aide, se précipite pour combattre chaque démon présent. Au cours des scènes suivantes, Dante élimine les petites proies jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur le démon ailé qui non seulement renverse son épée, mais menace aussi de le tuer. Dante finit par esquiver autant de coups possibles avant de finalement porter un coup de poing mortel à l'homme. Avec le temps, il récupère son épée et continue de se battre contre le démon ailé de toutes ses forces. À un moment donné dans le combat, le démon ailé pèse Dante dans le royaume des démons pour continuer son combat là-bas, sachant que Dante ne pourra pas respirer l'air là-bas. Après avoir esquivé et renvoyé le salaud sur Terre, Dante aperçoit Mary essayant de saisir son arme malgré sa paralysie. Paralysée, une fois qu'elle l'a, elle pointe l'arme sur le lapin, mais avant qu'elle puisse tirer, le lapin la repère et l'incapacite à nouveau. À ce moment-là, Dante est distrait, donc le démon ailé le renvoie dans le royaume des démons pour continuer leur bataille là-bas. Cette fois, cependant, Rabbit ordonne aux autres démons de courir dans le portail pour aider le démon ailé à abattre Dante. Pendant qu'ils sont absents, il se tourne vers Mary et parle de l'agent paralysant qui ne peut pas la mettre à pair.
Juste à ce moment-là, Mary parle de son sanctuaire de haine d'Arkham, le traitant d'hypocrite. Mais ensuite, fatigué de ses discours, Rabbit l'empêche de parler de lui transformant des orphelins en soldats d'esprit conditionnés et lui dit que Darkham fait la même chose en faisant combattre des gens comme elle qui ont perdu leur connexion avec le monde réel, c'est-à-dire sans famille, pour un nouveau monde qu'ils peuvent seulement régner. Cela dit, Rabbit enlève son masque et montre son vrai visage marqué à Mary, qui le reconnaît instantanément et se souvient de toutes les horreurs qu'elle lui a infligées à lui et à sa famille dans le passé. Alors que Dante retient sa respiration autant que possible pour lutter contre les démons, il élimine les petites proies aussi rapidement que possible. Cependant, alors qu'il s'apprête à traverser vers la Terre, le démon ailé l'appelle, et après lui avoir dit qu'il mourra là, il libère encore plus de pouvoir. Pendant ce temps, Rabbit parle de tout ce qu'il a dû faire juste pour rester en vie afin de détruire l'injustice qui a tué sa famille à l'époque. Ayant entendu son désespoir, Mary essaye de jouer le bon flic, le mauvais flic, et mentionne bientôt à quel point elle était folle de ne pas avoir remarqué qu'il était humain dès le départ. Après avoir accepté son point de vue, Rabbit fait un mouvement pour mettre fin à ses jours. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Dante réapparaît soudainement sur Terre et croise le fer avec le démon ailé. Avec le lapin le regardant, Dante active son pouvoir démoniaque et pousse le démon ailé à moitié dans le portail. Puis il fixe le dispositif maintenant le portail ouvert et le pousse, le détruisant. Avec le dispositif détruit, le portail se ferme et tranche la tête du démon ailé, comme une putain de noix de coco. Ensuite, Rabbit se jette sur lui avec l'épée de Sparte, et Dante, en remarquant que le lapin est humain, esquive toutes ses attaques et parvient le frappeur de pont. Incapable de laisser le lapin tomber dans la rivière avec l'amulette, Dante le maintient et lui parle de quelque chose de désagréable avant de se diriger vers l'amulette. Juste à ce moment-là, le lapin lui dit qu'il lui a donné une chance de mettre fin aux choses, mais il a laissé passer son opportunité. Juste au moment où Dante s'apprête à demander une explication, le lapin tranche l'amulette de son cou et tombe dans la rivière en dessous de lui. À la fin, Dante récupère l'amulette complète de sa mère. Et même après que Mary fasse semblant que tout va bien, Dante s'inquiète toujours des latteries de l'IPH et du RJ Sacre. Finalement, Enzo et les soldats survivants arrivent en hélicoptère, et le VP observe la scène de bataille alors que la première attaque de l'humanité dans la Sainte Guerre est sur le point de commencer. Pendant quelques minutes sous l'eau, le lapin blessé parvient à sortir de la rivière pour se rendre dans une ruelle déserte avant de commencer son motivation. Juste à ce moment-là, il trouve Bloodstrike, l'un de ses subordonnés démons, rampant à travers cette même ruelle avec la moitié de son corps manquant. Voyant l'opportunité, Rabbit murmure quelques mots, tire Bloodstrike du sol et mange le putain de démon cru comme une papaye. Quelques secondes après avoir fait cela, son corps se métamorphose et le lapin passe de sa forme humaine normale à un démon à part entière qui va te manger la nuit. Pendant ce temps, Mary, Dante, Baines et une poignée de membres du personnel de Darkham sont vus sur le toit en déplaçant les corps des démons qui ont été tués par Mary et Dante plus tôt. Alors qu'ils s'assurent d'aligner les démons pour que les médias puissent prendre leurs photos, Mary demande à Dante de lui dire ce qu'il prévoit de faire avec l'amulette maintenant qu'elle est sous protection. En réponse, Dante laisse entendre qu'elle essaiera de la prendre et Mary lui assure qu'elle obtiendra l'amulette de toute façon car elle ne pense pas que Dante soit assez fort ou intelligent pour protéger une amulette d'une telle importance. Lorsque Dante demande si Mary peut faire confiance à l'amulette à ce type, William Baines, qui ne s'est donné que des ordres stupides qui finissent par faire tuer tout le monde, Mary explique que le VP inutile agit seulement de manière dure parce qu'il le doit car il tient profondément à son peuple. À ce moment-là, l'un des soldats demande à Baines d'expliquer la nature des corps qu'il voit et le VP refuse de le faire pour l'instant. Cependant, il explique au personnel que la personne qui a tué toutes ces choses n'est autre que Mary, une personne qu'il qualifie de chien de garde en colère qui pourrait avoir besoin d'être maîtrisée. À un certain moment pas très loin, Anders s'est vu en train de lorgner le dispositif d'ouverture de portail et fait un mouvement pour le prendre lorsque personne ne regarde. À proximité, Mary menace d'alerter tout le monde au sujet de l'amulette si Dante ne lui donne pas tout de suite, et Dante n'en a absolument rien à faire. Heureusement, avant que les tourtereaux ne sortent leurs armes l'un contre l'autre, Enzo apparaît et les taquine un peu. Une fois qu'il a fini de plaisanter, il discute d'un autre travail qu'il s'apprête à obtenir du gouvernement avec Dante. Malheureusement, avant qu'il ne termine la discussion, William et sa bande de soldats dopés aux stéroïdes apparaissent avec le VP demandant à Mary où se trouve l'épée de Sparte. Sans remords, Mary dit à l'homme que le lapin a toujours l'épée. En entendant cela, le VP lui parle du doute qu'il a sur ses capacités, et même lorsque Mary s'apprête à s'excuser d'avoir envoyé toute son équipe mourir aux mains des démons alors qu'elle aurait dû attendre des renforts, Williams minimise simplement leur mort comme une nécessité pour accomplir le but du Seigneur et lui demande ensuite si elle a l'amulette avec elle. Remarquant le choc évident sur le visage de Mary après avoir entendu le VP parler de ses anciens coéquipiers, Dante dit rapidement à l'homme que le lapin a aussi l'amulette, et William demande à Mary de confirmer si c'est vrai. Lorsqu'elle le confirme, il continue à parler de quelques absurdités religieuses sur le fait de ne pas se préparer à la guerre et autres. Finalement, Dante lui prouve qu'il a tort en lui disant la vérité telle qu'elle est. Juste après avoir entendu le baratin de Dante, William lui demande de prêter aux États-Unis son pouvoir lors du prochain combat. Lorsque Dante dit non, il ordonne à ses hommes de pointer leurs armes sur Dante, espérant l'intimider et le forcer à accepter l'accord. Après un bref silence, le VP ordonne à Mary de mettre Dante en détention. Juste au moment où elle s'apprête à le faire, une explosion se produit à proximité et peu après, le lapin dans sa nouvelle forme apparaît armé de l'épée de Sparte et court vers eux. Presque immédiatement, les soldats commencent à tirer avec leurs armes fragiles sur lui, mais le lapin les élimine très rapidement tous. Pendant ce temps, William s'assure de se mettre en sécurité, laissant Dante, Mary et Enzo discuter d'une stratégie pour abattre le maire-fouteur. Au début, ils ne reconnaissent pas le nouveau démon comme étant le lapin, mais peu après avoir vu les tubes et le dispositif sur sa poitrine, ils réalisent rapidement que le gars doit avoir fait une overdose de sang de démon. Anders parvient à s'enfuir avec le dispositif à la main, mais malheureusement le reste des soldats n'a pas de cette chance. Une fois tous les soldats morts, Dante s'assure de mettre Enzo en sécurité et en synchronisation avec Mary attaque le lapin en lui tirant des balles spéciales. Quand rien ne fonctionne après l'avoir tiré dessus, Dante essaye de tirer tout autour de lui, mais même à cela, rien ne fonctionne et Mary comprend que son ADN doit être encore trop humain pour que les balles explosent. Alors qu'ils luttent pour maintenir leur combat contre lui, une bande d'hélicoptères d'attaque militaire apparaît et lui tire des balles de mitrailleur. Irrité par les lumières clignotantes et les balles, le lapin utilise une sorte de blâme de vent pour détruire tous les hélicoptères qui planent dans les airs et lui tire dessus. Pendant ce temps, William s'assure de se mettre en sécurité, laissant Dante, Mary et Enzo discuter d'une stratégie pour abattre
abattre le Merefooter. Au début, ils ne reconnaissent pas le nouveau démon comme étant le lapin, mais peu après avoir vu les tubes et le dispositif sur sa poitrine, ils réalisent rapidement que le gars doit avoir fait une overdose de sang de démon. Anders parvient à s'enfuir avec le dispositif à la main, mais malheureusement le reste des soldats n'a pas cette chance. Une fois tous les soldats morts, Dante s'assure de mettre Enzo en sécurité, et en synchronisation avec Mary, attaque le lapin en lui tirant des balles spéciales. Quand rien ne fonctionne après l'avoir tiré dessus, Dante essaye de tirer tout autour de lui, mais même à cela, rien ne fonctionne et Mary comprend que son ADN doit encore être trop humain pour que les balles explosent. Alors qu'ils luttent pour maintenir leur combat contre lui, une bande d'hélicoptères d'attaque militaire apparaît, et lui tire des balles de mitrailleur. Irrité par les lumières clignotantes et les balles, le lapin utilise une sorte de blâme de vent pour détruire tous les hélicoptères qui planent dans les airs et lui tire dessus. Pendant ce temps, William s'assure de se mettre en sécurité, laissant Dante, Mary et Enzo discuter d'une stratégie pour abattre le Merefooter. Au début, ils ne reconnaissent pas le nouveau démon comme étant le lapin, mais peu après avoir vu les tubes et le dispositif sur sa poitrine, ils réalisent rapidement que le gars doit avoir fait une overdose de sang de démon. Anders parvient à s'enfuir avec le dispositif à la main, mais malheureusement le reste des soldats n'a pas cette chance. Une fois tous les soldats morts, Dante s'assure de mettre Enzo en sécurité, et en synchronisation avec Mary, attaque le lapin en lui tirant des balles spéciales. Quand rien ne fonctionne, après l'avoir tiré dessus, Dante essaie de tirer tout autour de lui, mais même à cela rien ne fonctionne, et Mary comprend que son ADN craint encore être trop humain pour que les balles explosent. Alors qu'ils luttent pour maintenir leur combat contre lui, une bande d'hélicoptères d'attaque militaire apparaît et lui tire des balles de mitrailleur. Irrité par les lumières clignotantes et les balles, le lapin utilise une sorte de blâme de vent pour détruire tous les hélicoptères qui planent dans les airs et lui tire dessus. Pendant ce temps, Mary dit à Dante, alors qu'il se cache quelque part, de viser et de tirer sur le dispositif circulaire dans sa poitrine, la fin pour lisser pour que la femme quitte et inversement. Mais même cela n'était pas suffisant, car le lapin devenait de plus en plus fort. Dès que Dante se prépare à frapper à nouveau le dispositif dans sa poitrine, le lapin l'attrape et le jette contre un mur. Ensuite, il court vers Dante pour l'achever. Mais malheureusement, avec Dante ayant besoin d'un peu plus de temps pour guérir, Enzo ramasse une arme à proximité et menace de tirer sur le démon s'il s'approche de Dante. Irrité par la tentative du petit idiot de sauver son ami, le lapin enfonce son épée dans Enzo. Juste au moment où Enzo s'apprête à l'attaquer, il lui murmure quelques mots insultants et le jette dans les bras de Dante. Dans ces derniers instants, Enzo rappelle à Dante sa promesse de prendre une lame pour lui et meurt finalement. Enragé par la mort de son ami, Dante active son déclencheur diabolique et attaque le lapin de toutes ses forces. À ce moment-là, Mary reprend connaissance et essaie de récupérer son arme spéciale. Incapable de le faire, elle ne peut que regarder le lapin frapper Dante si fort qu'il traverse plusieurs bâtiments avant de finalement s'écraser dans l'un d'eux, crachant suffisamment de sang pour que le lapin puisse l'utiliser. Juste à ce moment-là, le lapin apparaît devant lui, heureux de voir enfin Dante cracher du sang. Juste au moment où il s'apprête à récolter le sang, Mary apparaît en faisant léviter un hélicoptère d'attaque à leur niveau et fait de son mieux pour occuper le lapin afin que Dante puisse sauter sur l'hélicoptère. Heureusement, Dante réussit à s'accrocher à l'hélicoptère. Mais avant qu'il puisse se reposer, le lapin démon saute à travers plusieurs toits de bâtiments jusqu'à ce qu'il atteigne enfin leur hélicoptère, refusant de les laisser partir. Comme ça, le démon détruit la lame, ce qui pousse Dante à balancer le salaud hors du ciel et à perdre son amulette dans le processus. Heureusement, Mary reste miraculeusement indemne même après que l'hélicoptère explose. Quant à Dante, il assiste au lapin démon fusionner l'amulette avec l'épée de Sparta et recréer la forme originale de l'épée, après avoir libéré une grande aura d'énergie violette. Peu après avoir fusionné l'épée et l'amulette, le lapin murmure quelques mots sur la nécessité du sang de toute la lignée de Sparta pour déchirer le rift entre leurs mondes. Et puis Dante, ne sachant pas que le lapin a déjà le sang de son frère, se moque de lui pour avoir traversé tout cela pour rien. Finalement, le lapin sort à flacon de sang de Virgile, verse un peu de sang sur l'amulette et après l'avoir activé, assure le Dante choqué que son frère est en vie. Avant de laisser Dante prononcer un autre mot, le lapin le poignarde avec l'épée de Sparta et laisse un peu de son sang s'écouler sur l'autre moitié de l'amulette. Une fois le rituel terminé, un unique rayon rouge brille vers le ciel. Et bientôt, les cieux de la Terre deviennent rouges, avec des démons et des structures infernales s'infiltrant partout, terrifiant et terrorisant les gens. N'ayant plus rien à faire, le lapin pousse Dante à regarder et à se voutrer dans son échec à protéger le royaume même que son père est mort en protégeant. Alors que la terreur démoniaque se propage, Mary, qui a tout observé, prend son arme spéciale anti-démon, vérifie la chambre pour voir qu'il lui reste une balle, vise le lapin dérangé qui continue d'enfoncer la lame dans Dante pour lui faire mal, et avec une précision précise, tire la dernière balle sur le dispositif circulaire dans sa poitrine. Heureusement pour elle, elle réussit son tir, et le dispositif du lapin est détruit en un rien de temps. Avec le lapin maintenant en difficulté pour rester en vie, Dante, qui est maintenant libre de son emprise, saisit l'épée de Sparta. Gronde le lapin pour lui avoir parlé de son frère Virgile, puis utilise son déclencheur diabolique pour se transformer complètement dans sa forme démoniaque. Ensuite, il manie l'épée de Sparta et utilise cette monstruosité d'arme pour donner le coup final au lapin, le tuant. Dans ces derniers instants, le lapin l'avertit de ne pas espérer que Terre l'accueille, car il a toujours été et sera toujours un orphelin non désiré à utiliser par le gouvernement. Fatigué des divagations du lapin, Dante le tranche en deux, le laissant mort. Puis sépare l'amulette de l'épée pour recréer le mur en une seconde littérale. Le monde revient à la normale, et avec le ciel rouge disparu, Dante revient à sa forme humaine d'origine. Puis il fixe Mary, qui lui fait un signe d'approbation, et commence à discuter avec elle quelques minutes après le lever du soleil. Pendant leur petite conversation, le duo parle de Enzo avant d'aborder certaines des choses que le lapin rat a dit avant de mourir, et qui étaient vraies. Lorsque Mary avertit Dante de ne pas se réjouir trop vite, Dante fait semblant d'être l'homme le plus heureux du monde. Même à cela, Mary voit à travers son déguisement et lui dit qu'elle sait comment elle se sent parce qu'elle a dû regarder tout le monde qu'elle aimait mourir devant elle.
Bien que Dante puisse comprendre sa douleur, il parle toujours de la possibilité que son frère soit en vie. Au moins, avant de passer, il doit s'assurer de le chercher aux quatre coins de la Terre pour le trouver. Avant de partir, cependant, il donne à Mary une chance de le rejoindre dans l'expédition, et Mary fait semblant de suivre son plan. Juste au moment où il lui tourne le dos, elle l'injecte un neurotoxique et pendant qu'il s'évanouit, s'excuse de devoir l'emmener car elle estime que ses pouvoirs sont trop grands pour ne pas être étudiés. À ce moment-là, une explosion se produit sans contexte pour expliquer ce qu'il s'est passé. Un flashback est montré quelques minutes après que Williams et Anderson ont quitté la scène de bataille par hélicoptère. Apparemment, William a toujours su qu'il y avait une fuite après l'incident du lapin, donc il a renforcé la surveillance sur Darkham depuis que le gars est revenu de l'embuscade du lapin. En récupérant le dispositif que le lapin utilisait pour maintenir les portails naturels ouverts, Anders dit au VP qu'il n'avait pas le choix parce que le salaud surveillait ses filles et les tuerait s'il ne lui obéissait pas. En entendant cela, le VP feint l'ignorance de l'appel du pauvre homme, débite quelques jargons religieux, puis demande à Anders ce que le lapin voulait qu'il fasse avec le dispositif. Juste à ce moment-là, Anders dit que le lapin lui a dit de le détruire pour que l'humain ne l'utilise pas contre lui. À ce moment-là, William dit à Anders qu'ils vont utiliser le dispositif pour mener la guerre finale contre l'enfer et juste après avoir dit cela, il tire sur Anders et le pousse hors de l'hélicoptère. Peu après avoir réussi à faire fonctionner le dispositif, William Baines fait décoller des chasseurs vers sa position. Lorsqu'ils arrivent tous, il leur ordonne de tirer des missiles dévastateurs dans le portail afin de détruire l'enfer et tous les démons à l'intérieur, qu'ils soient amicaux ou monstrueux. À la suite de l'attaque, Mary amène Dante et les scientifiques le font geler dans un réservoir. Quant à l'épée et à l'amulette, il les garde enfermés pour toujours pendant que l'attaque sur le royaume des démons continue. Au cours des scènes suivantes, les soldats américains font sauter autant de planques et de colonies qu'ils peuvent dans le royaume des démons Mackay et récoltent leurs matériaux pour étude. Finalement, le président fait une déclaration à la presse annonçant à tous les citoyens que l'enfer est réel mais que l'Amérique a tout sous contrôle, ce qui conduit à la création d'une corporation anti-enfer appelée la corporation Ouroboros. Un jour, dans l'une des installations de détention des démons de Yorobu, une certaine entité démoniaque infiltre l'endroit et après avoir tué tous les gardes maintenant les démons en prison, libère les démons emprisonnés là et les exhorte à montrer leur gratitude au sauveur des esprits Mundus, car c'est lui qui l'a également sauvé tout en retirant son déguisement. Le guerrier démon qui apparaît humain se fait appeler la tempête que l'humanité devra affronter pour véritablement vaincre les démons et la scène devient noire.